Mesdames et messieurs, bonjour, je vous l'annonçais en début d'émission. Aujourd'hui, nous recevons un ancien ministre, un homme politique averti, un technicien aussi qui a beaucoup d'expérience et qui a parcouru différents appareils d'État. Je veux parler de Gustave Depo-Sonon. Bonjour. Bonjour, monsieur Rami Xavier. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Bon, c'est toujours un plaisir de répondre aux invitations. Bon, toutes mes excuses pour les péripéties. Plusieurs fois reportées. Je remercie également les téléspectateurs. Voilà. Alors, je disais que vous étiez un homme politique, vous êtes un homme politique averti, vous êtes membre du Bloc républicain. Avec vous, nous allons faire le tour de l'actualité politique, en tout cas de ces derniers jours. Nous allons peut-être commencer par ce qui, en tout cas, le plus actuel, c'est ce recours que le président du groupe parlementaire UP Le Renouveau et celui Akin Tondé et celui du groupe parlementaire du bloc républicain viennent d'introduire au Conseil, à la Cour constitutionnelle, à l'encontre des démocrates pour non-respect de la décision DCC 23054 du 9 mars 2023. C'est afférent à l'élection des commissions permanentes, des membres du bureau, des commissions permanentes à l'Assemblée nationale. Est-ce une contre-attaque de la majorité? Comment vous interprétez ce recours? Bon, c'est l'ordre normal des choses, puisque après l'élection, je dirais le premier tour bien sûr, puisqu'il y a eu une reprise. Ce sont les démocrates qui ont écrit à la Cour constitutionnelle pour contester. Mais moi, j'avais déjà dit que c'était prévisible la situation actuelle, parce qu'avec la situation actuelle, si véritablement les gens ne s'asseyent pas sur une table de négociation pour véritablement s'entendre et que chacun campe sur sa position, ça ne passera pas. Parce que sur le plan numérique, vous êtes d'accord avec moi que la mouvance est largement majoritaire par rapport à l'opposition. Les tests vous recommandent dans un premier temps de faire un vote pour élire les membres du bureau. Donc il faut voter. Et le scrutin est secret. On est d'accord. Mais d'un côté, vous avez à peine 5 à 6 membres pour l'opposition. Et de l'autre côté, vous avez jusqu'à 20. Donc, si on ne fait rien, vous comprenez que ça doit basculer d'un côté. Dans le même temps, la jurisprudence recommande qu'il faut faire en sorte que toutes les tendances soient représentées. Donc, de ce fait, c'est que de façon indirecte, on demande qu'on aille sur la table de négociation. Bon, maintenant, la majorité a offert des positions données que la minorité estime que ça ne l'arrange pas. Bon, là, ça ne tient pas. Oui, mais... Ça ne tient pas. Voilà. Mais sur cet état de choses, qu'est-ce que la majorité peut espérer maintenant de la Cour constitutionnelle? C'est simplement pour faire constater un état de fait, d'autant plus que les commissions fonctionnent normalement. Non, nous n'allons pas dévancer les décisions de la Cour constitutionnelle. Retenons tout simplement que la Cour constitutionnelle est là, non seulement pour vérifier la constitutionnalité des lois, mais aussi pour réguler le fonctionnement des institutions. Lorsqu'il y a blocage, la Cour intervient pour débloquer, si vous me permettez la tautologie, donc pour réguler le fonctionnement. Dans tous les cas, il y aura une décision de la Cour, qu'on soit d'accord ou non, c'est ce qui est prévu par la Constitution. Et je tiens à rappeler aussi que pourquoi nous avons Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est intervenue après la conférence nationale en 1990. Et c'est parce qu'au lendemain des indépendances, dans les années 1960, la régulation des institutions s'était faite par les coups d'État. Lorsqu'on constate quand les politiciens s'accrochent et que les gens n'arrivaient pas à s'entendre, ce sont les militaires qui interviennent et qui mettent fin au pouvoir et ça reprend à zéro. Avec la conférence nationale, il fallait trouver aussi un mécanisme qui ne soit plus si violent pour pouvoir réguler.
Et le mécanisme qui a été trouvé, c'est la Cour constitutionnelle. Et c'est pourquoi il est prévu que ces décisions sont sans recours. Ça suppose que la Cour constitutionnelle dira non pas seulement le droit, mais fera de telle sorte que tout fonctionne normalement. Quelle que soit la situation, c'est qu'elle doit débloquer pour qu'on avance. Et la situation actuelle, c'était prévisible, moi je l'avais dit, tel que je vois les deux fonctions, je veux dire les deux blocs. Quand je dis bloc, je veux dire la majorité présidentielle, la majorité présidentielle et puis l'opposition. Ça me faisait un peu peur. Parce qu'il faille que, c'est vrai, c'est l'opposition qui est un peu en position de faiblesse. Si tout s'est bien passé par rapport à la composition du bureau de l'Assemblée nationale, vous êtes d'accord avec moi que là aussi, on a bien dit, c'est pas élection. Oui. On élit d'abord le président de l'Assemblée nationale, mais les autres postes, c'est-à-dire les deux vice-présidents, les deux secrétaires parlementaires et puis les deux secrétaires parlementaires, et puis il y a encore deux autres postes là. Oui, questeurs. Questeurs, oui. On doit faire en sorte que qu'on respecte la configuration politique. Oui. Et quand on parle de configuration politique, c'est en termes de partis politiques aujourd'hui, au regard des nouvelles lois. Parce que en fait, on pouvait dire c'est les groupes parlementaires, mais c'est que les partis politiques, ils vont directement en termes de groupes parlementaires aujourd'hui. Parce que si vous êtes parti politique pour être représenté, vous avez un minimum de 10%. Et ça vous permet en même temps de constituer un parti, un groupe parlementaire. Donc nous avons 3 groupes parlementaires. Et je suis convaincu que c'est parce qu'il y a eu entente. Ils ont discuté en amont. Et c'est pour ça qu'au niveau du poste du deuxième vice-président, oui, Basile Arrossi, oui, il y a eu une seule candidature de l'opposition et ça a passé. Bon, j'aurais aimé que la même situation soit observée au niveau de la constitution des bureaux des commissions permanentes. Et selon les différents rapports qui ont été lus, c'est que la mouvance a bel et bien offert des positions données à l'opposition, que l'opposition a estimé qu'elle cherche à tout prix à contrôler la présidence d'une commission technique, ce qui n'est pas possible. Oui. Parce que d'abord, le poste de président est hors quota. C'est-à-dire que ça ne compte pas dans la proposition, dans le souhait que toutes les configurations soient représentées. C'est-à-dire que pour élire le président de la commission, on passe au vote. Oui. Et de façon naturelle, si on passe au vote, la majorité va emporter. Oui. Bon, donc le reste maintenant, il reste le poste de rapporteur, je crois c'est 2 rapporteurs et puis un secrétaire. Oui. De façon logique, ils sont en minorité, ils doivent s'entendre et prendre un poste donné. Il a toujours été réservé un poste à l'opposition. Je n'ai pas compris pourquoi il se pose. Donc vous voyez là maintenant que c'est un peu compliqué, mais on va laisser la Cour trancher. Si on peut pointer du doigt, on peut accuser les démocrates d'un certain entêtement, puisque entre les deux procédures, la majorité est restée campée sur sa position, c'est-à-dire c'est le poste de secrétaire qu'elle est disposée à offrir, elle est restée sur sa position. De ce point de vue, est-ce qu'on ne pourrait pas espérer que l'adhésion de la Cour constitutionnelle eût été un peu plus loin, sans être intrusif dans la machination, le règlement intérieur pour dire quoi? Pour imposer au-delà de la configuration politique, parce que quand on dit configuration politique... Non, la Cour ne pourra qu'interpréter les différents textes qui sont là. Et ce sont déjà les différents textes qui imposent que, pour élire le président de la commission, on passe d'abord au vote, mais pour élire les autres membres, il faut faire en sorte que la configuration politique de l'Assemblée nationale soit représentée. Soit respectée. Oui. De ce fait, la Cour ne peut pas dire autre chose.
n'oubliez pas que nous sommes aussi sur un terrain politique et qu'il y a des postes donnés où, lorsque vous offrez la possibilité à l'adversaire, l'adversaire peut vous bloquer à tout moment aussi pour le fonctionnement harmonieux de l'institution. Il y a tous ces calculs qui sont derrière. Oui. Si les autres aussi, comme sur la position, pour dire je veux telle chose, donc peut-être il faut interpréter. Nous sommes en politique, mais si les autres disent mais pourquoi vous voulez à tout prix ce poste? Certainement pour faire mal. De ce fait, je trouve très logique la position de la mouvance aujourd'hui, puisque la Cour avait tranché dans un premier temps. Ils sont repartis. Moi, j'avais déjà prédit que s'il n'y a pas véritablement entente, on risque de revenir à la case du départ. Et je crois que ça n'a pas changé. Oui. Ça n'a pas changé. Et on peut reprendre 1000 fois. On peut reprendre 1000 fois si vraiment ça ne change pas de point de vue concession. Je crois que ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Voilà. La question est d'autant plus prégnante, cette question de configuration politique, parce que ça pose problème ailleurs. Vous avez suivi ces débats pour la désignation des représentants de l'Assemblée nationale dans diverses instances. Oui. Et là, il n'est plus question de il n'est plus question de majorité, de minorité. En fait, il y a comme un mélange, en tout cas selon les situations, pour la désignation des membres des commissions. Disons, on a parlé, la Cour constitutionnelle a parlé de configuration politique, le règlement intérieur en parle, mais bon, là on parle, on a la preuve, on a parlé de mouvance, ainsi de suite. Et là maintenant, quand il s'agit de ça, le bloc républicain dit, ah non, écoutez, nous on n'est pas, je reprends l'expression de l'honorable, on n'est pas gominant, on n'est pas des complétifs de l'Union progressive, le renouveau. Alors comment s'y retrouver? Parce que là, ça ouvre une autre boîte de Pandore. Non, ça n'ouvre pas une boîte de Pandore. Vous savez, ce sont les calculs qui sont derrière les différentes positions là et qui font que on trouve que ça ouvre une boîte de Pandore. En fait, la notion de configuration politique, c'est différent de la notion de minorité et de majorité. Oui. À un moment T donné, et avant la législature, je ne me rappelle plus, c'était juste une jury présidente qui avait fait ressortir cette notion, je crois, avant la septième législature, je crois. Vous savez, il y a beaucoup de partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Jusqu'à la 7e législature, il y avait des partis politiques qui n'avaient qu'un seul député, d'autres 2, d'autres 3. Et pour avoir un groupe parlementaire, il fallait atteindre un nombre minimum, à l'époque, c'est 9. Donc ça fait que deux tendances se sont dégagées. Il y avait une majorité présidentielle qui s'est formée et qui devenait une majorité parlementaire. Les deux notions doivent être distinctes. La majorité présidentielle, ça doit être distinct de la majorité parlementaire. Majorité parlementaire, au niveau du Parlement, quels sont les groupes qui sont majoritaires, c'est ce que ça signifie. Et c'est là où c'est un peu ce que nous sommes en train de dire tout à l'heure, pour éviter que lors des votes, puisqu'il faut voter, que la majorité parlementaire écrase la minorité parlementaire, la Cour a fait sortir cette notion-là. Et se sont rangés d'un côté tous ceux qui s'opposaient presque, il y avait aussi les non-inscrits au pouvoir d'alors, et les autres considèrent la majorité parlementaire. C'est ça d'abord l'idée. Maintenant, cette idée a évolué, surtout en 2019. En 2019, nous avons retrouvé un Parlement où pratiquement la majorité parlementaire, il y a une majorité parlementaire bien sûr, il y a une minorité parlementaire naturellement, mais en termes de majorité qui supporte l'action du gouvernement, c'était pratiquement la même chose. La même chose, oui. Donc, en termes d'opposition et
mouvance, bien sûr. Oui. Donc, de ce fait, cette notion de minorité et de majorité a évolué. Donc, on ne peut plus aujourd'hui attribuer la notion de minorité rien qu'à dire à l'opposition et dire majorité pour les autres. C'est à ce titre que le vice-président du groupe parlementaire Malick Komina, le programme Malick Komina, a estimé qu'il faille aller à la notion maintenant de configuration politique, ce que je trouve très juste. Configuration politique, ça fait 3. Et en fonction de cette configuration politique, je crois que si c'est sous cette forme qu'on définit une clé de répartition, je crois que personne ne peut contester. Et là, tout le monde est tranquille. Monsieur le ministre, est-ce que cette position du bloc républicain ne s'apparente pas à de l'opportunisme politique, tout simplement? Non, pas du tout, pas du tout. Bon, c'est vrai qu'il faut défendre certaines positions données pour avoir quelques privilèges, mais pas du tout, puisque déjà au moment où on voulait former le bureau de l'Assemblée nationale, le problème s'était déjà posé, où beaucoup de citoyens confondaient la notion de minorité, majorité avec configuration politique. Parce que vous êtes d'accord avec moi que le 12 février, l'Assemblée nationale avait été installée et au moment de l'installation, les démocrates avaient déjà annoncé les couleurs en constituant déjà leur groupe parlementaire. Du coup, je disais que ça faisait dégager une configuration politique, alors que de l'autre côté, ce n'était pas fait. Donc, c'était de façon indirecte pour dire minorité, majorité, etc. Mais la notion de majorité aujourd'hui, je crois, ça a évolué. Et j'expliquais tout à l'heure en disant que avant, c'est une jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui a conduit à cette situation. Sinon, les tests disent ceci. Pour élire le président de l'Assemblée nationale, on passe au vote. Pour élire les autres membres du bureau, on passe au vote, mais on fait en sorte que la configuration politique de l'Assemblée nationale soit respectée. Autant que possible. Autant que possible. Voilà encore le temps. Ça veut dire qu'on pouvait ne pas... Bon, si on est coincé. En fait, en ce moment, si les gens ont utilisé ce terme, c'est parce que il y avait beaucoup de partis politiques représentés au Parlement. Et ces partis politiques, il y avait des non-inscrits, il y avait d'autres partis politiques qui n'avaient qu'un seul député, 2 députés. Vous êtes d'accord avec moi que si on doit parler de configuration politique en cette, ça va être compliqué. Donc c'est à ce titre que la notion de minorité et de majorité parlementaire est née, qu'il ne faut pas confondre avec la majorité présidentielle. La majorité présidentielle, ce sont les partis politiques qui soutiennent l'action du gouvernement. Si ces partis politiques sont représentés à l'Assemblée nationale et qui sont majoritaires, on peut confondre avec la majorité parlementaire. Maintenant, dans le cas d'espèce, vous êtes d'accord avec moi qu'en 2019, où les partis politiques qui soutiennent l'action du gouvernement, ce sont eux qui sont représentés au Parlement. Pour faire la désignation minorité-majorité, ça s'est fait dégager. Et le bloc républicain était minoritaire et l'UP était majoritaire. Donc, en même temps, c'était une situation exceptionnelle. C'est une situation exceptionnelle. C'est pourquoi je dis que cette notion a quand même évolué. Donc, ce qu'il faut faire maintenant et qui peut apaiser les esprits, et ça ne devrait plus poser de problème à la Cour constitutionnelle, c'est d'aller directement avec la notion de configuration politique. Ce qui était d'ailleurs recommandé, c'est ce qui est recommandé d'abord, les tests primitifs, c'est la configuration politique. Et j'ai dit, c'est dans la pratique que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle nous a conduit à la notion de minorité. Et si cette notion de minorité a évolué dans le temps, c'est qu'il faut conserver alors
les tests primitifs qui consistent à respecter la règle de majorité non de la configuration politique qui est plus simple. Donc il faut, et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs le rapport n'a pas été soumis au vote. Ça a été retiré pour qu'ils analysent par rapport au contexte et autres là. Et je crois qu'ils vont s'entendre. Oui, en parlant du rapport de la commission des lois, il n'est pas anodin de souligner que son président est de l'UP, le renouveau. Ça ne veut pas dire que c'est lui seul qui se soit enfermé dans une chambre pour sortir ce rapport. Est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça traduit entre des rapports entre le bloc républicain et l'Union progressive, le renouveau? C'est-à-dire que les amabilités sont finies. Là, on est prêt à en découdre parce que les mots sont forts. On ne veut pas être des complétifs de l'Union progressive, le renouveau, ou bien c'est conjoncturel à cette situation? Non, ne prenez pas au premier degré ce qui sort de la bouche des politiciens. Oui, on est à l'Assemblée nationale. Il y a toujours l'habitude de dire que ce que nous disons publiquement, qu'il ne faut pas prendre au premier degré. Non, et si vous avez suivi l'intervention, le président de la commission des finances, c'est lui qui a été le premier et a sorti le mot qu'il faille que la notion de majorité, de minorité a évolué et qu'il est souhaitable qu'on aille vers la notion de configuration politique. Et vous êtes d'accord avec moi que le président de la commission des finances, il est le UP. Oui. Donc si c'était une animosité, il n'allait pas sortir ça. Il allait chercher à défendre la position. Et cette position même n'arrangeait ni guère l'UP, puisque si on conservait UP et BR contre les démocrates, ça va être encore une autre bataille interne pour pouvoir désigner les gens. Donc le plus simple, c'est conserver le test primitif qui consiste à respecter la configuration politique. Et je crois que pour ça, personne ne sera lésé et tout le monde sera recasé. Voilà. Sinon, par exemple, supposons, on peut faire des simulations. Si les démocrates avaient 27 et que le bloc républicain avait 28, qu'est-ce qu'on allait dire? On va dire, bon, c'est eux qui sont minoritaires, etc. Ou bien, je prends l'inverse. Si je prenais l'inverse et que le bloc républicain avait 27 députés et que les démocrates avaient 28, qu'est-ce que vous allez dire en ce moment? Est-ce que vous allez accepter qu'on dise que la minorité parlementaire, c'est le bloc républicain et que la majorité parlementaire, qu'on va coller les démocrates? Non, c'est pas possible. C'est pour ça qu'un député a dit, non seulement la notion a évolué, qu'on pourrait... il s'est fait dégager de façon nette au lendemain des élections du 8 janvier 2023, une majorité parlementaire qui est considérée de l'UP et des minorités. C'est vrai, on ne pourra pas dire plusieurs minorités, mais lorsque les gens sont venus à ESECO, on est en droit quand même de dire minorité. Donc, vous voyez, le cas de figure que je viens de vous donner amène à aller sur le terrain de la configuration politique. Si BR a 25 et que les démocrates a 28, je suis convaincu que les démocrates n'accepteraient jamais qu'on attribue la notion de minorité parlementaire au bloc républicain. Du coup, c'est plus simple d'aller à la notion de configuration politique pour faire taire tout polémique. Et donc d'aller vers une répartition... Oui, c'est plus simple. Ils vont faire la règle de 3 et on va voir combien vont revenir à chacun et puis c'est terminé. Donc ce n'est pas de l'opportunisme, c'est quand même de l'analyse parce qu'après tout, même si vous défendez des intérêts, il faut quand même se baser sur des faits techniquement défendables. Et je viens de vous donner quand même une situation où... ça peut... Voilà, les calculs peuvent ne pas être aussi simples. Aussi simples, voilà. Parlons maintenant je parlais d'amabilité, des champs d'amabilité. Concentrons-nous maintenant sur votre parti, le Bloc républicain. Je vais être, on va dire, direct. Qu'est-ce qui se passe dans votre parti?
Bon, j'avoue, quand vous m'avez interrogé, je n'ai pas pris, je ne suis pas porte-parole du Oui, Bloc exactement républicain. ça. Et vous voulez dire qu'est-ce qui se passe ou bien Qu'est-ce qui arrive au Bloc républicain? même dans un couple où l'homme et la femme dorment dans le même lit et font des enfants, Oui. il arrive qu'il y a toujours de petites discussions. Oui. Dans toute famille, il y a toujours ces petites querelles. C'est vrai, et c'est dans tous les partis politiques. Oui, mais là, la différence, c'est qu'on s'attaque à la légitimité vous parlez de... Vous prenez l'exemple d'un couple, c'est-à-dire qu'on s'attaque à la légitimité du chef de famille. Oui. Oui, non, bon, à ce titre, je trouve que c'est parce que la cible a été... je trouve que tel qu'on a ciblé là, ça ne tient pas. Parce que le problème au niveau du Bloc républicain est plus profond que ça. Donc il y a un problème au niveau Non, il y a des problèmes, on ne peut pas nier, il y a des problèmes et c'est à tous les niveaux. C'est pratiquement un des partis qui a réussi quand même à avoir une assise nationale en se structurant du niveau village. Nous avons une représentation au niveau village, ensuite une représentation au niveau arrondissement, une représentation au niveau communal et circonscription et au niveau national. Et c'est de cette façon que ça a été structuré. Et à chaque niveau, ça grouille un peu, ça grouille. Mais c'est une situation qui, je trouve que ça va se gérer dans le temps et ça va finir par se gérer, se régler dans le temps. Tout simplement, c'est de la manière dont les partis sont nés. La plupart des partis sont nés de la fusion des partis politiques, des mouvements politiques, des groupes politiques, des personnalités, etc. Et de cette façon, de façon personnelle, j'ai noté que chacun a continué à garder le cordon ombilical. Et c'est tout comme si, à tout moment, bon, puisqu'à l'interne, vous sentez de petits regroupements. Oui. C'est pour dire que la crise dont on parle, au niveau de chaque circonscription électorale, il y a des situations. Et nous sortons d'une élection. Et quand vous sortez d'une élection, c'est tout à fait logique que l'arbitrage pour les candidatures, ça divise. Oui. D'abord, c'est ça qui fâche beaucoup. Et c'est pourquoi, bon, c'est à juste titre que le secrétaire national soit attaqué parce qu'il est le père de la famille, c'est à juste titre. Si de façon globale, ça ne fonctionne pas comme tout le monde aurait souhaité. Oui, mais ce n'est pas... Ce qui fait parler, c'est l'identité de celui qui attaque, en réalité. Et on se dit, est-ce que c'est pas n'importe qui entre un homme politique? Non, c'est ce que j'ai dit. Qui connaît le terrain, cette attaque frontale, en tout cas de cette façon. Nous sommes tous responsables, à divers niveaux. Au niveau village, les gens du village ont beaucoup de choses à reprocher ceux qui sont au niveau arrondissement. Ceux qui sont au niveau arrondissement ont beaucoup de choses à reprocher aussi ceux qui sont au niveau communal. Moi, je suis le coordonnateur communal pour la mise en place de cette structure au niveau de ma commune. Et je sais ce que j'ai géré, les arbitrages que j'ai gérés, et je sais tout ce qu'on peut me reprocher. Ça veut dire que la situation, ce n'est pas le secrétaire national, c'est vrai. Et au niveau de la 8e circonscription, d'où tout est parti, la crise, si on peut dire ainsi. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi je dis que nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables. Et face à ce genre de situation, ce n'est pas la peine d'attaquer. Moi, j'attendais que on organise, c'est-à-dire qu'on doit faire le bilan de notre participation aux législatives. Le secrétaire national a demandé que cela soit fait par circonscription électorale. Chacun de nous a déjà pratiquement... Moi, je suis le rapporteur de la 24e circonscription, j'ai fait le rapport. Le rapport doit être validé
à l'interne, au niveau de chaque circonscription, et ça doit remonter au niveau national. Et maintenant, on convoque une assise, et on débat, et je suis convaincu que déjà, il y a eu beaucoup de situations de crise qui ont été gérées lors des positionnements. Bon, maintenant... Voilà, mais moi, ce qui me frappe et ce qui pourrait frapper n'importe quel observateur, c'est beaucoup ont indexé cette façon de faire, mais on n'a pas vu beaucoup de leaders, en tout cas des figures fortes du parti, se rallier autour du secrétaire exécutif national. L'élément de langage qu'on a eu pendant cette période, c'est que ça va se gérer en interne. Il n'y a pas eu de... Face à la, on va dire, l'honorable Badamassi a une certaine envergure, quand il sort, ça brasse beaucoup de bruit, on le connaît. Mais de l'autre côté, on a eu peut-être droit un peu à la méthode Coué. On a vu un peu sur les réseaux, tel se mobilise pour tant, tel artiste se mobilise pour le secrétaire, tel ne touche pas à mon président, et ainsi de suite. Mais au niveau des leaders, en tout cas ceux qui ont de l'envergure, bon, il n'y a pas eu réellement, je ne dirais pas, je ne vais pas dire que qu'il n'y a pas eu de soutien, certainement il y en a eu, mais en tout cas visiblement il n'y a pas eu de grande communication. Non, mais vous êtes d'accord avec moi, la lettre qui a fuité dans les réseaux sociaux, oui, était une lettre qui n'était pas d'abord signée. Oui, mais il y a la belle preuve, on en parle, donc ça veut dire que... je dis, mais justement, c'est pourquoi je dis, si on pas une lettre signée, ça veut dire que si des sages de grandes personnalités se mettent à parler, oui, c'est tout comme si eux aussi se faisaient dans la rue. Mais ça n'a pas été démenti non plus, qu'il n'y a pas... En fait, on est dans l'ambivalence. Je suis d'accord avec vous. Oui. Je dis que je reconnais qu'il y a des situations à l'interne qu'on va gérer. Mais on ne va pas se mettre sur la place, on dit le linge ça se lave en famille. On va pas c'est-à-dire qu'on ne va pas gérer nos crises à travers les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que... Non, on ne dit pas à travers les réseaux sociaux. Mais bon. Mais bien sûr. Si on a eu vent de cette lettre, on a eu vent qui n'a pas été démenti, c'est qu'il y a une situation. Problème. Il y a problème. Mais je vous dis qu'il y a problème. Oui. Et qu'il y a problème et que en la matière, personne ne peut nier que dans toute situation donnée, dans tous les partis politiques, il y a eu problème. Et de façon... On n'en disconvient pas. Moi, ce que je pointe du doigt, c'est que le leader du parti a attaqué et il y a très peu de personnes qui, on va dire spontanément, au-delà même de la discipline du parti, prennent sa défense. Lui, on le connaît, il est très peu disert, il ne parle pas n'importe comment. Donc, on connaît le ministre d'État Abdoulaye Biachane, mais autour, il y a... J'aurais aimé, et si l'honorable Badamassi positionnait en deuxième position, oui, s'il était élu député, est-ce qu'il aurait eu la même réaction? Bon, on ne sait pas. Ah, donc vous voulez dire que c'est parce qu'il a perdu que... Non, c'est-à-dire que je me pose, je vous pose la question. Mais pourquoi la situation n'a pas été dénoncée? Oui. Avant, plus tôt. D'ailleurs. Et que c'est maintenant. Voilà. J'ai dit déjà pour la mise en place des structures décentralisées au niveau du parti, ce n'est pas gagné d'avance. Il y a des endroits où on n'a pas encore réussi à avoir le coordonnateur communal. Oui. Et ça se tire toujours. Donc c'est pourquoi j'ai dit que nous sommes tous responsables de la situation à divers niveaux. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne verrez aucun responsable à dire, bon, on soutient le SGN, on ne soutient pas le SGN. Le SGN aussi, il est conscient. Et je crois que pour lancer la campagne, il a eu à se faire justifier et à gratifier certaines personnalités, enfin, de quelques mots pour n'avoir pas été positionné. C'est-à-dire qu'au lendemain des élections... Donc pour vous, le principal problème, c'est le positionnement? Non, le principal problème, c'est le positionnement. C'est le positionnement. Ça a fait grincer dedans partout. Et presque dans les deux parties, de façon naturelle. Ça a fait grincer beaucoup dedans. C'est le positionnement. Et comment on en sort? Comment on sort de cette situation? Non, c'est sûr que nous irons aux assises pour faire le bilan. Et à travers ça, on va définir, c'est-à-dire on va faire l'analyse. Puisque l'analyse qui nous a été demandée est une analyse
il était question qu'on fasse l'analyse qu'on appelle SWOT, les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités, et ça va nous permettre de se projeter dans le temps. Oui, mais bon, ça c'est une analyse, on va dire, scolaire. Vous êtes des leaders politiques bien enracinés. Vous savez de fait ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et ça, pour le bureau politique, au niveau du bureau politique, bon, on peut savoir. Vous savez, contre les positionnements, c'est qu'on n'y peut rien. Ce qui pose problème aujourd'hui, je vous ai déjà dit, l'une des crises, c'est-à-dire que l'une des origines des crises au niveau des partis politiques, la façon dont ça a été constitué, on a fait une fusion et on dit, c'est-à-dire que vous perdez votre identité. Et en perdant votre identité, chacun ne devrait plus se réclamer d'un leader donné. Mais ça continue. C'est-à-dire que dans la tête des militants, le militantisme n'est pas encore ce qu'il faut. Ça s'identifie à un leader ou à Oui, à l'intérieur. Et c'est ça d'abord l'origine des crises. Et de ce fait, si par exemple, moi je suis plus proche de vous, qui est mon leader entre griffes à l'intérieur, je me bats pour que vous soyez positionné, vous n'êtes pas positionné, vous voyez, tous ceux qui sont derrière sont mécontents. Et ce sont ceux-là qui alimentent maintenant une certaine crise, alors que ça ne devrait être pas ça. Parce que le système partisan aujourd'hui, on ne doit pas dissocier le système partisan de la condition d'avoir 10% sur le plan national. Ça veut dire qu'il faut avoir une envergure nationale. Donc il faut s'accepter et accepter les différents des uns des autres. Ensuite, ça ne doit pas être dissocié du fait qu'il y a aussi le financement public. C'est-à-dire que le pouvoir apporte le financement pour la gestion des partis politiques. Ça veut dire que ce ne sont plus des sous des individus entre griffes qui sont un peu riches et qui créent leur parti politique et qui imposent leur vision. Donc aujourd'hui, on doit se battre normalement à travers ce que nous pouvons apporter au parti politique. Et on doit se dire que le parti politique, c'est pour la nation et non pour un individu. Ce travail n'est pas encore, ce militantisme n'est pas encore totalement ancré dans la tête des partisans. Et c'est ce qui fait que dès qu'il y a une élection, automatiquement, et n'oubliez pas, nous sommes encore à quelque part d'une élection présidentielle où les uns et les autres vont encore commencer par se projeter. Je voulais justement vous demander, est-ce que cette banderie de l'honorable Gbadamassi ne participe pas déjà de cet Non, je ne saurais le dire. Bon, vous connaissez l'honorable Gbadamassi. Bon, il n'a pas sa langue dans sa poche. S'il est un peu mécontent, il déverse sa colère. Mais je dis que je le comprends un peu. Si l'honorable Gbadamassi était élu, même si il était mécontent, il n'allait pas, il allait se taire, ça je suis convaincu. D'accord, mais en parlant de ce cas personnel, la question qui me vient à l'esprit, est-ce que Gbadamassi s'est plaint parce que, comme vous le dites, quelque part, il a du mal à digérer son échec, ou plutôt il porte la voix de beaucoup dans le parti, de beaucoup de leaders, et là ce serait un peu plus sérieux. Non, depuis les élections, je n'ai pas eu la chance de discuter avec lui, donc je ne saurais le dire, mais deuxième position, bon, on était très mal, loin d'imaginer qu'il pouvait échouer, mais c'était sans compter avec l'arrivée des démocrates qui avaient une ancrage dans la zone. C'est ce qu'il faut comprendre. Bon, maintenant, peut-être le parti a péché par excès de confiance dans beaucoup d'endroits, parce que l'autre question, vous parlez de financement public, quand on regarde les dépenses des partis, ramenées au nombre de... Quand on prend ceux qui ont pu avoir les 10%, on va dire que niveau efficience, au niveau du centime dépensé et du nombre de députés récoltés, le bloc républicain de ce côté-là a été très loin du compte. Non, bon, j'ai suivi ces analyses dans la presse. Je ne parle pas de ceux qui ont perdu, je parle des trois du haut. Vous parlez des trois, non? Oui. J'ai suivi un peu ces analyses dans la presse et ça m'a fait un peu sourire. Lorsque vous voulez faire une analyse des coûts,
il faut aller à l'analyse, ce que nous appelons la comptabilité analytique. Il faut voir les natures de dépenses. Il faut aller au niveau des natures de dépenses. Je vous ai dit déjà que le bloc républicain a une représentation dans tous les villages. Nous avons, je crois, 546 villages. Et nous avons un bureau composé d'un minimum de nombre donné, 29 ou 40. Déjà, si vous invitez ceux-là à une réunion donnée et que vous devez assurer au moins, ne serait-ce que leur déplacement, vous voyez déjà ce que ça donne. Je vais vous donner encore un autre, un autre élément de coût pour assurer, par exemple, la surveillance du vote, le jour du vote, le 8 janvier. Il fallait avoir 2 représentants dans chaque bureau de vote. Ouais. Vous savez combien de bureaux de vote il y a? Plus de 15 000. Plus de 15 000. Oui. Alors, si vous avez 2 représentants, ça vous fait 30 000. Et ces 30 000... Oui, bon, 30 000... Non, 30 000 personnes. 30 000 personnes. Oui. 30 000 personnes, militants. Oui, militants qui doivent que vous recommandez d'être présents sur les lieux à 6 h du matin et de ne rentrer que lorsque la cantine serait partie. Et parfois, la cantine part vers 21 h, 22 h. Ça veut dire que vous devez assurer leur entretien. Si c'est 1 000 francs que vous donnez, regardez, faites déjà le calcul. Mais tous les partis politiques ne l'ont pas fait. Il y a des partis politiques qui se sont concentrés à des endroits où ils ont estimé que bon, c'est là où j'ai plus de force. Donc on pourrait faire toutes les comparaisons pour dire, mais le bloc républicain a systématiquement cherché à assurer cette surveillance partout. Et avant ça, il fallait former ces militants qui doivent faire la surveillance. Ça veut dire que ça entraîne des coûts. Et puis, il y a un minimum, les affiches, etc. Est-ce que tous ont pu faire les affiches pour couvrir tous les villages? En tout cas, nous, on a couvert tous les villages. Dans tous les cas, nous sommes en dessous du seuil qui est recommandé. Oui, ça c'est... Et 2, est-ce que tous sont déclarés? Et tous ceux qui ont dépensé, à ce point d'interrogation. Bon, dans tous les cas, avant de dire tel a dépensé, il n'a pas eu ceci, je préfère que les gens aillent vérifier déjà les éléments de coût avant de juger. Oui, ça c'est le mathématicien qui parle de comptabilité. D'accord, oui, mais on n'est pas sur le champ politique, on est obligé quand même de faire une corrélation entre, si on dit vous avez tout fait bien, c'est-à-dire des postes de dépenses, tout ça devrait concourir, puisque c'est le but, c'est l'objectif, tout ça devrait normalement concourir à avoir des résultats probants sur le terrain. On ne dit pas que 28 députés, c'est pas probant, c'est important, mais au final, on est obligé de faire... Non, ce que vous ne savez pas, il n'y a pas eu une forte corrélation nécessairement entre les dépenses et puis le nombre de députés, non. N'oubliez pas, je repars toujours de la manière dont les partis politiques ont été constitués. L'UPR, je ne sais pas si l'UPR a pu avoir des représentations dans tous les villages, mais n'oubliez pas que l'UPR est en majorité constitué des militants ou les chefs villages. Vous savez qu'en 2015 ou 2020, nous n'avons pas pu organiser l'élection des membres des élus locaux. Je vais parler des conseils, des villages. Mais en majorité, ce sont eux qui forment l'UPR en majorité. Vous venez chez moi, dans mon propre village, où moi je suis UPR, le chef village est UPR. Bien sûr, en majorité. Donc, c'est pour vous dire que il n'y a pas une forte corrélation entre les dépenses et le nombre d'élus. Donc, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Oui, qui entrent en jeu. Et puis, je préfère ne pas... C'est-à-dire que je préfère que nous observons les différents postes de dépenses. De dépenses, oui.
Et c'est sur la base de ça qu'on peut faire une analyse. Des comparaisons. Voilà, de façon. Bon, quand on aura accès aux documents que vous avez déposés à la Cour des comptes, on pourra voir. Si on veut faire la politique, on va se jeter. Bon, on est en politique. Bon, Vous ne pouvez pas nous empêcher. Moi, je suis à la fois technicien et politicien. Et je suis obligé de me baser sur ce qui est scientifique avant pour justifier ce qui est politique. Voilà, reparlons politique. Maintenant, on parle toujours du bloc républicain. C'est ce qui est devenu une affaire, l'affaire, on va dire, Khéroumen. Moi, au-delà de la décision de la Cour constitutionnelle, est-ce que ça ne pourrait pas être réglé autrement? Bon, si j'ai un seul regret par rapport à ça, je ne parle pas de la décision de la Cour constitutionnelle, je parle de l'affaire tout simplement. Oui. C'est l'impact que cela a sur la jeunesse et puis sur la fin 4e circonscription. Non, ça devrait gérer autrement. Et c'est un peu ce que je suis en train de dire au début, en disant que c'est parce que nous n'avons pas encore ancré la notion de système partisan. Si on avait ancré le système partisan, le député qui est élu avec son suppléant, ils ne sont pas, à dire qu'ils représentent le parti. Et aucune décision ne doit être prise par l'un ou l'autre sans l'accord du parti. Et je crois que tel que ça s'est passé. Ah, vous voulez dire que le ministre Khéroumen a fait cavalier seul, sans... En tout cas. Parce que tout le monde, la question que tout le monde se pose, à quel moment le parti est intervenu? Parce que on dira oui qu'il y a eu certainement des tractations en interne et tout ça, mais bon, nous on veut bien comprendre. Parce que là, on a entendu le bloc républicain nulle part. C'est-à-dire que c'est entre deux individus, alors qu'ils sont des acteurs pour le président et pour Yaoundé, c'est un acteur politique important. Non pas que le ministre Khéroumen n'en est pas un. Mais au final, ce qu'on a eu comme, disons, je ne dirais pas spectacle, mais c'est que le parti était... On sait qu'ils sont tous du bloc républicain, mais sur cette scène-là, le parti était absent. On n'a pas eu l'impression que le parti est... Non, vous savez, c'est parce que nous avons aussi cherché à mal interpréter les textes et ça a créé une crise. Sinon, ça ne devrait pas créer de crise non plus. Même si le ministre Khéroumen n'avait pas consulté le parti, je ne peux pas dire s'il a consulté ou non le parti. Mais est-ce qu'il ne devrait pas? Parce que, non, je dis, j'ai commencé d'abord par vous dire que les choses ne fonctionnent pas encore normalement. Comme cela se doit. Oui. Si ça fonctionnait, c'est le parti qui devrait décider de tout. Maintenant, pourquoi il y a eu cette situation? C'est parce que le ministre Khéroumen n'avait pas pris effectivement service le 12. Il a démissionné avant le 12. Mais l'article 90 de la Constitution restait mieux sur cette situation. Mais si vous allez sur l'article 145 ou 166 du Code électoral, ça a bien dit, je crois qu'ils ont utilisé un terme, validation de l'élection au moment où l'intéressé a été installé. Oui. Bon, validation, ça veut dire quoi? C'est au moment où la Cour a proclamé les résultats, etc. Oui. Donc, c'est pourquoi je trouve logique la décision de la Cour constitutionnelle. Vous comprenez que sinon normalement, il est dit que lorsque le titulaire, la suppléance cesse à la demande du titulaire. Donc, ça ne devrait même pas poser de problème. Si, à sa lettre, le président de l'Assemblée nationale a répondu oui, on ne devait rien entendre. C'est tout. C'est tout comme s'il est parti, il avait laissé, et puis il est revenu, il reprend. Mais ça nous amène à faire en sorte qu'on renforce la notion de militantisme au niveau des partis politiques et qu'on essaie d'être regardant par rapport au positionnement et qu'il y a une certaine complicité entre le titulaire et le suppléant. Oui, c'est ce que vous voulez pointer du doigt, là, vous m'arrachez. Parce que, encore une fois, vous parliez des positionnements, deux leaders importants, l'un titulaire, l'un suppléant. Après, la lecture qu'on peut se faire, en tout cas sans rentrer, c'est qu'il y a des amitiés ou qu'il y a d'autres intérêts en jeu, parce que ça s'est fait de... Bon, vous savez, c'est aussi une situation vraiment exceptionnelle, parce qu'il faut avouer, il faut reconnaître que
sous le président Talon, il y a très peu de changements. Lorsque, d'abord, le système partisan tel que voulu par le président de la République actuelle, il sépare la technique de la politique. Donc, vous allez voir que les ministres sont très peu politiques sur le terrain. Très peu. Contrairement à notre époque. À notre époque, on voyait l'activisme politique, beaucoup plus des ministres, même on absorbait les députés. Bon. Donc, ça suppose que s'il n'y avait pas une situation exceptionnelle, le ministre Kouroumé resterait ministre. L'honorable Yakwedéou resterait l'honorable Yakwedéou. Et c'est ce qu'au niveau de la 24e circonscription, on aurait même souhaité. Bon. Mais nous ne connaissons pas les raisons pour lesquelles, au lendemain de ce remaniement technique, le ministre Kouroumé sort et qui réclame son poste. On n'y peut rien. Donc, de façon logique, dès que l'article 92 de la Constitution dit que la suppléance cesse à la demande, on n'a plus posé d'autres conditions. Il n'y a plus d'autres conditions qui soient posées. Bon, ça devrait se régler de cette façon, on n'aurait même rien entendu. On n'aurait rien entendu, mais malheureusement. Sinon, les postes techniques, les gens ont une longévité. Il y a des gens qui sont nommés depuis, même avant l'arrivée du président de la République, et qui sont toujours au poste. Justement, pour faire une parenthèse très rapidement, vous qui avez occupé ce même poste, très spécifiquement, au-delà des autres secteurs, est-ce que c'est une tendance bénéfique pour la gestion, pour l'efficacité? Vous avez répondu. Vous avez répondu à votre question? Non, je pose la question. Non, vous avez peut-être que vous avez demandé si c'est une tendance bénéfique. Oui. Je voulais vous dire que c'est naturel, c'est une tendance bénéfique parce que vous savez, quand vous êtes à la tête d'une structure donnée, et si vous faites bien et que vous durez longtemps, vous aurez la chance de porter à terme vos réformes. Oui, mais il peut y avoir le risque de la sclérose aussi, quand vous restez un peu trop longtemps, même si c'est à la discrétion du manager général, en l'occurrence le président de la République qui évalue. Quand vous restez un peu trop longtemps aussi à un poste, vous pouvez être rattrapé par une sorte de... Non, je sais que vous savez, en observant le président de la République, le président Talon de loin, on observe quand même que c'est quelqu'un qui est un homme qui est orienté au résultat. Tant que vous donnez le résultat qu'il fait, bon, il vous accorde toujours sa confiance. Et nous n'avons pas compris que pratiquement c'est le seul poste qui est resté un peu très instable. Il y a eu, ça a connu beaucoup de ministres quand même. Le ministre Coty ici, Coty est passé par là. Donc ça suppose que certainement qu'il n'a pas encore totalement obtenu ce qu'il veut. Donc, s'il y a des endroits donnés, lorsque vous obtenez le résultat, il y a des gens, vous savez, il y a des gens, même quand ils durent au poste, vous durez au poste, si vous remettez en cause presque tous les jours de façon permanente, vous cherchez toujours à innover. Mais si vous durez au poste et vous pensez que tout est acquis pour vous, c'est en ce moment qu'on s'installe dans ce que vous qualifiez de choses-là. De sclérose. L'autre question pour revenir au cas Kouroumé Yakwedéou, quelle trace ça peut laisser sur le terrain? Non, et même dans le parti, au sein du parti. Parce que, encore une fois, tous les leaders se sont mués dans une sorte d'apathie. On va dire que peut-être c'est la discipline de groupe, ainsi de suite. Je ne dirais pas que ces deux-là se sont affrontés parce qu'il n'y a pas eu affrontement. Il a réclamé son poste, ça a fait sa procédure. Il y a eu gain de cause. Mais politiquement, quelle trace ça laisse, cet épisode? Non, politiquement, comme je le dis, sur le terrain, bon, jusqu'à présent, à l'interne, comme on a l'habitude de dire, vous avez un grand ensemble, mais vous avez des sous-ensembles. Et vous avez à l'intérieur des sous-ensembles, vous avez des sous-ensembles. Il y a encore des militants qui se réclament de l'aile dure de Mika Kouroumé, de l'aile dure de Yakwedéou, etc. Bon, c'est que ça crée un fossé de plus en plus grand que nous allons essayer de colmater et de régler pour dire que désormais, c'est le parti. C'est-à-dire que si nous acceptons un financement public, ça veut dire que le parti n'appartient plus à personne. Le parti appartient à l'État.
et ce qui appartient à l'État. Si vous êtes appelé à occuper un poste donné et qu'on estime que vous avez terminé votre mission, qu'on peut vous utiliser ailleurs ou bien qu'il faut faire appel à quelqu'un d'autre pour continuer l'œuvre, c'est de façon naturelle et spontanée que vous devez accepter et partir. Bon, c'est cette culture qu'on va développer au niveau des militants. Ouais. Et je suis convaincu que ça aura un impact négatif de part et d'autre sur la jeunesse. Mais comme je le dis, le parti continue quand même à travers le financement qu'il obtient de faire des formations, des séminaires pour pouvoir maintenir et renforcer le militantisme. Mais le militantisme n'est pas encore ce qu'on aurait souhaité. Ce qui est attendu. Oui. Alors, quand on observe un peu tout ça, tout ce qu'on a dit, 2026 est toujours en ligne de mire, légitimement, parce que le temps s'égrène très, très rapidement. Est-ce que tout ça, je ne dirais pas, il ne faut pas exagérer aussi non plus, on ne peut pas dire que le bloc républicain soit dans une crise inextricable, mais est-ce que tout ça n'annonce pas tout ce qu'on voit là, ces petits signaux n'annonce pas des lendemains difficiles. Par rapport à la guerre entre ces deux, il n'y a aucun problème par rapport, non, l'autre, à la faveur du remaniement technique, a perdu son poste. Oui. Donc tout ça n'est pas symptomatique de quelque chose de plus profond au niveau du parti qui peut handicaper dans les... En tout cas, le 2026, c'est dans 2 ans, on va dire 5 mois. Vous savez, quand vous êtes un parti de la mouvance, vous êtes obligé d'être un peu discipliné et vous suivez les mots d'ordre du chef. Donc oui, donc, justement là. À moins que vous soyez un enfant récalcitrant. Oui, oui. D'aucuns ont avancé l'hypothèse, en tout cas d'aucuns on dit que justement le chef a dû intervenir. Je ne demande pas ce que vous infirmiez, que vous confirmiez, mais en tant que patron de la majorité présidentielle, est-ce que ce n'est pas un échec si pour les partis, si à ces occasions-là, si le président de la République lui-même est parfois obligé de mettre le pied dans le plat? Non, à quel niveau il peut intervenir? Par rapport à la Cour constitutionnelle pour dire... Non, pas par la Cour constitutionnelle. Pas par la Cour constitutionnelle. En termes on a eu la lettre de Gbadamassi. En tout cas, quand les partis sont quelque peu traversés par... Mais il est le patron de la majorité. Il doit intervenir. Pour vous, ça ne délégitimise pas quelque peu les patrons de ces partis? Non, mais les patrons sont là, pourtant c'est lui qui les chapeaute, non? Oui, qui les chapeaute, mais ils sont patrons de leur parti. Bien sûr, ça veut dire que les patrons des partis ne sont pas totalement aussi libres. Est-ce que c'est normal? Parce que les partis peuvent travailler, dans une majorité présidentielle. Si vous travaillez, il y aura la discipline. Oui. Si vous travaillez dans une majorité présidentielle et il y a un patron, vous êtes obligé de suivre la ligne tracée. Vous ne pouvez pas aller en rang dispersé pour dire je suis autonome, non, c'est pas possible. Donc pour vous, il n'y a pas de souci particulier? Non, pour moi, il n'y a pas de souci parce que on a 2 partis qui sont de la majorité présidentielle. Oui. Et le patron de la majorité présidentielle, c'est le président de la République. Oui. Et ça suppose quoi? Ça suppose que même les 2 patrons de ces 2 partis sont obligés, pour question de discipline de groupe, d'avoir des orientations du patron de la majorité. Oui, d'accord. Et là, du coup, est-ce que ça ne laisse pas une porte ouverte aussi? Disons que si les leaders, en tout cas les militants, quand je parle de militants, je parle de militants au plus haut niveau, le cas de l'honorable Gbadamassi, sont conscients de cet état de choses que vous décrivez, et ils peuvent en appeler directement au chef de l'État et ça peut finir par s'appeler l'autorité de leur président. C'est un peu comme dans une famille où si vous avez encore la chance que votre grand-père vit encore, vous court-circuitez votre papa pour poser un problème à votre grand-père. Et là, la conséquence, c'est que ça peut s'appeler l'autorité des responsables du parti. Non, pas forcément. Pas forcément. En tant que grand-père, il intervient de façon sage pour amener la paix dans la famille, c'est tout.
C'est tout. Et s'il faut faire des remontrantes à tel, il va le faire. S'il faut corriger ceci. Parce que si ça ne va pas dans l'un ou l'autre des partis politiques, ça ne l'arrange pas. En fait, c'est ce que je perçois. Pour dire que ce ne sont pas des partis, c'est-à-dire que c'est des partis qui sont créés et qui se réclament qui sont de la majorité présidentielle. C'est-à-dire qu'ils sont qui soutiennent l'action du chef de l'État. Qui sont au pouvoir. C'est-à-dire la majorité des ministres, à part quelques ministres qui ne sont pas liés à un parti politique, la majorité, c'est-à-dire que si ça ne va pas, or le président de la République, c'est-à-dire que c'est lui qui délègue une partie de son pouvoir à un ministre. Ça veut dire que si un ministre est du bloc républicain, un ministre est du bloc de l'Union progressiste, si ça va mal dans un domaine donné, c'est le président de la République qui répond. Donc il est obligé d'arbitrer. Et je ne vois pas en quoi ça diminue l'autorité de tel ou tel chef. Non, pas du tout. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas parce que votre grand-père vit que votre papa n'a plus d'autorité. Pas du tout. Voilà. Il y a un leader qui agite une idée depuis quelques temps. Le directeur Akbonan, ça a circulé un peu dans la presse récemment. Je veux juste avoir votre point de vue là-dessus. Non, je n'ai pas suivi. Vous n'avez pas suivi. Lui, il agite l'idée d'une, on va dire, d'une fusion indispensable pour assurer la pérennité de l'action du chef de l'État même au lendemain de 2026. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Qu'est-ce que pour vous, est-ce que c'est quelque chose de cohérent, de pertinent qu'on aille à une... C'est vrai que ce cas de figure est disons... Bon, vous savez, c'est discutable. C'est discutable parce que, bon, même avant la législative, je pensais dans les analyses également, je me posais mille et une questions parce que à chaque élection, malgré que l'UPBR, nous soutenons l'action du président de la République, lors des élections, on ne se fait pas cadeau. Oui. C'est un peu ce que l'honorable Malik Koumina disait, on ne se fait pas cadeau. Et ça se justifie. Hein. Je prends souvent l'allégorie, c'est-à-dire qu'un père de famille qui est polygame, qui a deux femmes, des enfants, chaque enfant, quand on va à la chasse, chaque enfant va se battre. Pour chasser pour sa maman. Oui, quand vous ramenez le gibier à la maison, vous rentrez dans la case de votre maman. Oui. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais il faut se battre sur le terrain pour ramener quelque chose. Mais ce que vous ramenez, ça appartient à toute la famille. Mais pour vous, d'accord, mais pour vous, est-ce que c'est pertinent d'aller à une force unique? Non. Pour assurer l'après, ou bien en tout cas pour consolider? Parce que pour le moment, les élections sont ne se passent pas de la même manière, de façon uniforme sur toute l'étendue du territoire. Donc on a besoin de quadriller de cette façon-là, de manière à ce que sinon on risque de... C'est-à-dire que si l'opposition rentrait dedans, on pourrait être on peut nous battre facilement. Donc j'aurais aimé beaucoup plus que les deux forces soient conservées. De manière à ce que... Parce que les deux forces, vous allez voir que sur le terrain, il y a des partis qui sont forts dans telle zone, d'autres qui sont forts. Parce que l'élection continue d'être toujours vue par le fils du terroir. Hein, pas encore, le système partisan n'est pas encore totalement assis. Mais la question peut se poser, on sait que probablement les deux partis n'auront pas le même candidat. Et ce que vous êtes en train de redouter, est-ce que ça ne provoquera pas l'effet inverse, c'est-à-dire l'émiettement des voix si les deux blocs sont, même si c'est dans toujours la même mouvance présidentielle, de disperser les voix. On suppose que vous n'aurez pas le même champion en 2026 et cela serait normal de la liberté des champions. Non, on peut faire toutes sortes de conjectures et autres là pour dire, bon, si on n'a pas les... Mais pourquoi ne pas s'entendre pour avoir le même candidat si on veut éviter qu'il y ait l'émiettement des voix. L'émiettement aussi des voix concourt à ce qu'au premier tour, qu'il n'y ait pas rapidement quelqu'un qui emporte. Qui emporte, oui. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles
On cherche même à imiter les voix, de manière à ce que au second tour, qu'il il y y ait ait des ralliement, ralliements oui. pour pouvoir permettre à ce que véritablement on gagne. Donc pour vous, ce n'est pas pertinent pour le moment. Pour, La fusion. avant les législatives, je faisais partie de ceux qui souhaitent qu'il y ait fusion. Mais lorsque j'ai observé les résultats des élections, j'ai changé d'avis. Voilà. Donc c'est pour vous dire que on n'a pas encore une position tranchée. Par rapport à cette question. Voilà. Nous allons aborder la dernière ligne droite de cet entretien. Pas une question, vous êtes ingénieur statisticien, vous connaissez un peu les chiffres, la science. Posez cette question rapidement en la reliant à ces assises nationales qui sont annoncées sur la question de la démographie, en tout cas le lien entre le développement démographique et la croissance économique. Le gouvernement veut faire une large, en tout cas, a programmé une large consultation, en tout cas, qui devrait prendre en compte toutes les couches de la population. Le débat fourmille déjà un peu partout, hein, à toutes les sources, intellectuelles, universitaires, en tout cas, tout le monde, leader politique, chacun. En tout cas, il y a eu beaucoup d'avis. Depuis que le Conseil des ministres en a fait cas. Déjà, idéologiquement, quand on parle de maîtrise des naissances, le porte-parole du gouvernement parle de parentalité responsable ou quelque chose qui n'est pas loin de cela. Déjà, idéologiquement, qu'est-ce que vous en pensez avant de venir à la question? Ce que je regrette en Afrique et puis chez nous, c'est que nous fuyons les débats. Et justement, c'est parce qu'il y a eu ce débat qu'on entend toutes sortes de théories aujourd'hui. Exactement. Mais si on n'avait pas lancé, est-ce qu'on aurait eu cette théorie? Deuxième chose, si le président de la République avait déjà une position tranchée, est-ce qu'il allait dire qu'il allait annoncer peut-être une assise nationale? Bon, là, même s'il avait une position tranchée, en 1990, ce n'est pas forcément ce que le président québécois a voulu, qu'il a obtenu. Que le résultat de la conférence nationale a donné. Donc, dans tous les cas, ce que je sais, c'est que si on va faire un ratio par rapport à la superficie, nous ne sommes pas encore aussi peuplés où on va dire que bon, il faut limiter les naissances. Mais le gouvernement n'a jamais dit bon, il faut aller vers la limitation des naissances, mais a posé une problématique. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard des richesses que nous avons, est-ce que nous arrivons à couvrir tous nos besoins par rapport à la croissance démographique? La question se pose en ces thèmes-là. Et nous, chacun de nous devrait aussi se poser ce genre de questions parce que vous allez constater que ceux qui ont étudié un peu, qui sont à Cotonou et autres là, ils ont peur d'avoir beaucoup d'enfants. Ils ont peur d'avoir 2 femmes, 3 femmes. Mais vous allez au village, les gens n'ont pas du tout peur. Ils ont 2, 3, 4 femmes et ils ont beaucoup d'enfants. Vous n'êtes pas sans savoir que ça nous crée des problèmes, mais de façon naturelle, ça se gère. C'est parce que, au temps de nos parents, l'homme, c'est la richesse. Et c'est parce que l'homme, c'était la main-d'œuvre. Plus vous avez beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, vous avez de main-d'œuvre pour pouvoir produire beaucoup de richesses. Et quand on parle de richesse, c'était la terre. Mais aujourd'hui, nous avons combien d'enfants qui acceptent de faire ça? Moi, j'avais fait ça quand j'étais petit. Bon, devrait-on ne rien faire? Est-ce qu'il ne faut même pas réfléchir? On peut réfléchir et déposer pour dire non, on ne peut pas limiter. Mais refuser que on ne doit pas le faire, ils veulent faire ceci. Bon, c'est-à-dire, c'est ça, c'est surtout ça. Les Européens, s'ils sont un peu en avance par rapport à nous, c'est parce qu'ils ne fuient pas de questions. Ils font de la prospective. Ils font non seulement de la prospective, mais ils écrivent, ils documentent. Si on fait ces assises aujourd'hui, je suis convaincu, bon, il y aura toutes sortes de théories, on aura beaucoup de choses. Les gens vont faire la synthèse qu'il faut et on verra quelle décision il faut prendre. Bon, ben, pour le moment, je dis, ce n'est pas parce que le gouvernement estime que nous sommes trop nombreux, non.
pas par rapport à ça. C'est par rapport à la croissance démographique. Est-ce que nous avons suffisamment de ressources pour pouvoir vivre de façon décente? Et c'est parce que nous qui sommes un peu intellectuels de grive, qui sommes allés à l'école du Blanc et que nous sommes à Cotonou, nous voulons que nos enfants vivent mieux. Et c'est ce qui fait que nous avons peur de faire beaucoup d'enfants. Bon, maintenant si c'est le cas, ne faudrait-il pas qu'on réfléchisse pour voir de façon concrète, en sensibilisant, peut-être qu'on peut adopter la politique de sensibilisation. Ça pourrait amener nos frères aussi et autres là à avoir une attitude suffisamment responsable. Bon, nous sommes nombreux par exemple à supporter des neveux, des nièces. Et c'est des situations que ça nous crée. Moi, j'ai eu à dire par exemple à mes enfants, si je supporte les neveux et les nièces, c'est pour que demain nous soyons nombreux dans la famille à avoir une situation stable pour que on ne soit pas amené à perturber Paul ou Pierre, etc. Donc, moi, je trouve que, bon, d'abord, je suis scientifique et il faut toujours chercher à réfléchir et à voir et à être dans une vision prospective pour se poser des questions. Et c'est parce que la question se pose aujourd'hui que nous avons toutes sortes de théories qui n'est pas rejetable non plus. En tant que décideur public, puisque vous avez été dans la fonction, en quel terme ça se pose? Par exemple, le dimensionnement d'une voie, un projet d'infrastructure, ainsi de suite. La composante, en quel sens, en quelle proportion la composante démographique se pose quand, dans l'élaboration des politiques publiques? Je suppose par exemple que quand on voit le développement de Calavi aujourd'hui, avec tout ce qui est en train d'être dimensionné en termes de marché, d'offres publiques, ainsi de suite, évidemment que la composante démographique s'impose. Tout à l'heure, pour vous rejoindre, dans mes prévisions pour arriver, j'ai perdu 30 minutes dans l'embouteillage. Donc c'est en ces termes que tout ça là, ça se pose. Et tout ça se pose tout simplement parce que on va estimer, si nous ne faisons rien, Cotonou, dans 10 ans, dans 5 ans, quelle sera la population? Et par rapport à ça, est-ce que les voies que nous avons aujourd'hui, est-ce que les infrastructures que nous avons aujourd'hui, et ça, est-ce que ça suffit pour pouvoir accueillir ce monde-là? Et si nous allons dans un village, je vais dans mon village par exemple, dans les années 87 où j'allais au bac, on pouvait compter le nombre d'élèves en classe de terminale. À l'époque, on pouvait voir 1 ou 2, mais aujourd'hui, c'est des centaines. Vous voyez un peu. Mais le village est resté tel quel et les infrastructures d'accueil. Donc, lorsque le problème est perçu sur cet angle, il faut déjà faire la prévision pour dire que bon, est-ce que c'est de nouvelles écoles qu'il faut construire de façon à ce qu'il faut absorber, ou bien il faut construire non seulement des écoles, mais aussi des écoles techniques comme le gouvernement a si bien entamé actuellement. Parce que, par exemple, quand je prends le Ghana, les enfants, comme nous aussi on faisait dans le temps au moment du PRPB, quand vous allez à l'école, vous apprenez nécessairement quelque chose de pratique, de manière à ce que ce ne soit pas à la fin. C'est-à-dire que quand vous allez finir peut-être le premier cycle universitaire, que vous retournez. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants, après avoir terminé le premier cycle universitaire, ne trouvant pas de job, reviennent encore pour faire un peu de la couture, de coiffure, de ceci. Alors que il faut voir tout ce temps qu'ils ont perdu. Vous voyez un peu. Donc ça suppose que déjà à partir de la 6e, on pouvait orienter ces enfants de manière à ce qu'ils gagnent plus rapidement leur vie. Sinon, de la 6e en terminale, ça fait 7 ans. 7 ans plus 3 ans pour le premier cycle, ça fait 10 ans. Tu fais 10 ans et tu reviens à la carte de départ. Donc, c'est pourquoi ces assises vont... j'aurais aimé... Moi, je ne suis pas
contre les réactions, mais je trouve que le gouvernement a certainement vu juste de jeter cette boutade-là. Ça permet aux gens de se défouler et de réfléchir, et aux scientifiques aussi, rapidement. Bon, on a eu toutes sortes de théories, hein, religieuses, etc. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, voilà. Nous allons finir rapidement, il nous reste quelques minutes pour finir cet entretien. Je ne peux pas ne pas vous soumettre un peu la situation au nord. Notre pays a été durement frappé ces dernières semaines sur le front nord par ces groupes non identifiés. Le gouvernement, en tout cas, a été, disons, a été prompte dans l'assistance aux populations et au renforcement du moral des forces armées. Et déjà, quelle appréciation faites-vous de cette situation? Non, d'abord je salue les efforts du gouvernement. Et je crois que le gouvernement a mis l'accent sur la sensibilisation et a demandé à la population de veiller à tout changement et à tout mouvement autour de nous. C'est pourquoi souvent nous devons tirer peut-être profit de ce qui s'est passé sous le PRPB. Il ne peut pas y avoir un étranger quelque part sans que les membres du parti et le gouvernement ne soient informés. Donc c'est des situations auxquelles nous allons. Mais je suis convaincu que le président Talon est en train de mettre les infrastructures. Quand je parle d'infrastructures, y compris téléphonie, tout ce qui a trait, ce n'est pas pour rien qu'on parle de numéros d'identification personnelle, cartes biométriques, etc., de manière à maîtriser le mouvement. Mais c'est important la sensibilisation. Quand j'ai suivi les ministres qui sont allés au nord, moi, il y a 2 ans, j'ai vécu une situation avec mon gardien à la maison à Boycon, bien sûr, où tard dans la nuit, vers 1h du matin, les gens ont conduit quelqu'un qui parlait une langue que personne ne comprenait. Et je ne sais pas, c'est un Zim qui est qui est mitoyen et qui a dit non, que lui là, quelqu'un qui parle cette langue qu'il a amené. Mais mon gardien a dit, mon frère, il faut l'amener à Zongo, parce qu'à Zongo, on a la chance qu'on a toutes les nationalités. Même si je comprends, je ne comprends même pas ce qu'il est en train de dire et je ne saurais alors te dire comment il faut interpréter. Et il a retourné, il les a retournés. Donc, c'est ce genre de vigilance qu'il faudrait qu'on nous apprenne, que chacun de nous développe. Parce que les terroristes dont on parle recherchent la soumission des peuples pour pouvoir avoir des territoires à partir desquels ils vont pouvoir faire leur opération. Si jamais on baisse la garde et qu'ils arrivent à occuper une portion de notre territoire, on pourrait s'attendre à des attaques, même à l'intérieur du Cotonou, hein, à l'intérieur du pays, etc. Donc c'est pour ça que, et c'est beaucoup plus la santé, parce qu'ils ont des techniques. Ces djihadistes peuvent venir comme des ouvriers, travailler, vous ne saurez pas. Donc il faut vraiment voir ces petits gestes. Le cas du gardien que je vous ai donné, ça s'est terminé par le commissariat à l'époque, parce que quand on tentait de le retourner à Zongo, il n'a pas voulu, et le ZEM l'a conduit au commissariat, et on les a tous bloqués. Bon, je ne sais plus comment ça s'est terminé, mais vous voyez, si on n'avait pas maîtrisé, bon, peut-être que c'est un cas isolé. Hein, oui. Non, il faut une vigilance collective. Voilà, il faut une vigilance collective, il ne faut pas accepter n'importe qui. Parce que vraiment, c'est des gens qui s'identifient à la population. Et si on a ces attaques, il faut que les gens comprennent que c'est parce que ces djihadistes n'ont pas l'accord de la communauté. Parce qu'ils viennent en éclaireur, en s'identifiant à la population pour négocier. Et c'est lorsqu'ils n'arrivent pas
à avoir l'accord, à avoir gain de cause, qui sait maintenant la terreur pour dire, si jamais vous n'acceptez pas, c'est ce qui vous attend. Bon, mais le gouvernement a été prompt et je crois que le gouvernement avait estimé que c'est parce que les forces de l'ordre ont baissé un peu la garde. Il y a eu des réajustements. Il y a eu des réajustements, on aurait souhaité que ça continue, mais que vraiment la population soit sensibilisée par rapport à tout mouvement, à tout geste. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'on repousse, mais on ne peut pas gagner cette bataille sans une collaboration sous-régionale. Parce que c'est des gens qui traversent les frontières facilement. Voilà, Burkina, Niger, Togo, etc. Donc il faut aussi cette collaboration sous-régionale pour y parvenir. Voilà, merci beaucoup Gustave Sono. À moins que vous vouliez dire un mot pour prendre congé de nos téléspectateurs. Non, je vous remercie et vous dire que nous avons fait un peu le tour. Oui. Et je tiens simplement à remercier les téléspectateurs, à remercier les autorités de télé également. Et pour m'avoir invité, c'est vrai que je suis venu ici, ça fait un moment. Oui, un moment. Mais on espère vous voir plus souvent. Bon, je ne suis pas porte-parole. Non, pas forcément pour le BR. Il y a beaucoup d'autres questions sur lesquelles vous pouvez intervenir. Non, bon, il faut dire qu'il y a à des moments donnés, beaucoup confondent. Je suis encore en fonction. D'accord. Je suis encore en fonction et par rapport à mes fonctions, je suis sollicité. Non, ce n'est pas forcément droit de réserve, puisque comme on ne va pas sur le terrain technique, donc je voulais simplement dire que je suis peut-être appelé à l'intérieur du pays et c'est ce qui justifie mon absence par ces derniers temps-là. Voilà. Je souhaite simplement que par rapport à la question des djihadistes, que nous soyons vigilants, parce que c'est une situation où il faut prier pour ne pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que ça ne connaît ni opposant ni offensif. Et qu'il faut une solidarité par rapport l'union et la solidarité par rapport aux peuples qui sont aujourd'hui attaqués. C'est vrai, ça a commencé par eux. Mais s'ils ne sentent pas notre solidarité, c'est qu'ils vont lâcher. S'ils lâchent, ça veut dire que ça se rapproche un peu de nous. Voilà. C'est mon souhait. Merci beaucoup Gustave Depo-Sono. Je rappelle que vous êtes ancien ministre, membre du Bloc républicain. Avec vous, nous avons essayé quelque peu de faire le tour de l'actualité politique. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. À ma suite, nous allons nous retrouver pour le duel de dimanche politique dans quelques minutes.